Commencer ce numéro avec cette image, celle de Kylian Mbappé et ses coéquipiers abattus après cette demi-finale face à l'Espagne. Pas grand-chose à faire ou à dire, hein, juste le constat que cette équipe d'Espagne a été nettement supérieure aux Bleus hier soir. Hein. Oui, envoler les rêves d'une troisième étoile et d'une troisième finale de suite. L'aventure américaine s'arrête donc à Dallas face à cette impitoyable équipe d'Espagne. Coup d'arrêt brutal face à cette Rora qui est plus que jamais devenue la bête noire de cette équipe de France ces dernières années. Et c'est donc fini pour les Bleus. L'équipe de France battue hier soir par l'Espagne dans une demi-finale nettement dominée, hein, il faut le constater. C'est la conclusion par cette Rora très forte. Ouais, la victoire, elle est logique, tout à fait logique et normale de cette équipe d'Espagne. Un pénalty de Michael Oyarzabal à la 22e après une faute de Lucas Digne sur Lamine Yamal qui a mis les hommes de Luis de la Fuente sur orbite en première période avant qu'en deuxième, un but de Pedro Porro ne scelle la qualification espagnole. On va pas se mentir, les Bleus qui n'ont pas réussi grand-chose au cours de la partie pour espérer un autre résultat et surtout cette équipe d'Espagne qui a parfaitement su faire déjouer les Bleus en cassant toutes les lignes de passe, en muselant totalement l'attaque française dont on avait pourtant tant vanté les mérites depuis le début de la Coupe du Monde. L'attaque française a eu très très peu d'opportunités, beaucoup de déchets techniques également de la part d'Ousmane Dembélé, de Michael Olise. Kylian Mbappé n'a rien pu faire face à ce collectif espagnol, une équipe de France sans idée, sans inspiration et malheureusement peut-être pas à la hauteur de l'événement, la bête noire des Bleus et de Didier Deschamps. 3 défaites de suite face à l'Espagne, ça commence à faire beaucoup. Il y avait eu cette demi-finale à l'Euro en 2024, une défaite lors de la Ligue des Nations et donc cette élimination hier soir. Le constat et l'analyse de cette rencontre, de cette défaite, de cette élimination avec Didier Deschamps en conférence de presse hier. Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé. Et nous, on a été un peu en dessous. On a commis des erreurs... plus d'erreurs techniques que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant et certainement aussi avec même si je pensais que l'ensemble du groupe avait bien récupéré, on était un temps en dessous. Pour pouvoir espérer plus, il fallait qu'on soit au maximum, mais on l'a pas été malheureusement, donc ça nous amène à une énorme déception, même s'il y a eu encore une fois, mais ça c'est en deuxième partie. C'est surtout la première partie qui est la plus importante, des décisions pour le moins discutables. Voilà, énorme déception pour le coach. Notre envoyé spécial Cédric Ferreira y était à cette rencontre. Son constat, une équipe de France atone, méconnaissable aussi. Cédric Ferreira. Si vous connaissez la célèbre série télévisée, vous savez que Dallas a un univers impitoyable. La Rora aussi s'est révélée impitoyable ici dans ce stade. Une statistique résume l'ensemble de la rencontre entre la France et l'Espagne. Les Bleus se sont procurés 0,3 expected goals. Qu'est-ce que sont les expected goals? Eh bien, c'est une statistique, pour simplifier, qui résume le nombre d'occasions que s'est créée une équipe durant une rencontre. 0,3, vous l'avez compris, c'est même pas une bribe d'occasion. Les Bleus qui n'ont quasiment eu aucune situation durant cette rencontre. Et c'est pourtant paradoxal quand on se réfère au début de cette Coupe du Monde. Souvenez-vous, c'était il y a encore quelques jours où on parlait beaucoup de ce pouvoir offensif de l'équipe de France avec ce carré magique, les 4 fantastiques, voire les 5 fantastiques, avec Kylian Mbappé qui a marqué 8 buts et qui est toujours en tête du classement des buteurs, Michael Olise, meilleur passeur avec 5 passes décisives, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, Bradley Barcola, voire Désiré Doué également. Une puissance offensive qu'on avait vue à l'œuvre à chaque rencontre, puisque les Bleus avaient toujours marqué dans ce tournoi. Les Bleus qui n'avaient même jamais été menés au score, eh bien non seulement ils ont pris des buts et ils ont été menés au score et ils n'ont même pas réussi à marquer un but. On n'a jamais vu autant ce quatuor en attaque déconnecté des uns des autres. Michael Olise a été auteur d'une prestation extrêmement décevante, lui qui avait été étincelant jusqu'ici. Kylian Mbappé a eu beaucoup d'énergie en attaque, mais il semblait bien seul sur le front de l'attaque française. Ousmane Dembélé très décevant également dans ses choix. Bradley Barcola, pareil, il est sorti en cours de match remplacé par Désiré Doué. Comment expliquer cette mauvaise prestation offensive de la part de l'équipe de France? Alors on peut toujours parler de fatigue, mais on peut aussi estimer que les autres équipes sont fatiguées après une longue saison. Mais je pense qu'il faut plutôt regarder du côté de l'Espagne, qui a clairement la meilleure équipe au monde. D'ailleurs, le sélectionneur espagnol l'a très bien résumé en conférence de presse après match devant les journalistes.
C'était une confrontation entre les meilleurs joueurs au monde face à la meilleure équipe au monde. La meilleure équipe, c'était l'Espagne. Évidemment, les Espagnols donc, qui ont réussi à cadenasser ce milieu de terrain et qui ont empêché les Français de développer leur jeu offensif si attrayant depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est l'une des clés de cette rencontre et ça fait mal de voir les Bleus si flamboyants jusqu'ici, totalement muselés contre l'Espagne. Bon, on essaie de faire le bilan, Xavier, on est le jour d'après. Ce qu'on retient de cette soirée, c'est l'impuissance des Bleus sur ce terrain, incapable de faire face, incapable de marquer, de récupérer le ballon aussi. On les attendait beaucoup, effectivement, en raison des prestations réalisées par ce que Cédric Ferreira appelait les 4 fantastiques. Mais là, ils sont tombés sur un os, parce que cette équipe d'Espagne, en fait, elle avait parfaitement prévu son coup. Et la prestation des deux milieux de terrain, Rodri, l'ancien Ballon d'Or, et Fabian Ruiz du Paris Saint-Germain a été phénoménal. Ils ont tout bloqué, tout arrêté. Pour la petite histoire, Fabian Ruiz, sous le maillot de l'équipe d'Espagne, c'est 49 sélections, 0 défaite. Il joue pas tout le temps parce que notamment cette saison il a été blessé, mais quand il est là, en fait, l'équipe d'Espagne a une garantie de sécurité incroyable. Et les Bleus, malgré tout le talent qu'on connaît à ces joueurs, ne se sont jamais trouvés. En fait, c'est des individualités, mais hier soir, ils étaient chacun dans leur compartiment, ils n'ont pas réussi à se trouver. Il y a des chiffres qui sont très révélateurs. Michael Olise, 55 ballons joués, il en a perdu 20. Quand on connaît sa qualité technique, c'est pas son registre habituel. Il y avait beaucoup de ballons perdus hier soir. Ousmane Dembélé, 46 ballons joués, 17 perdus. Donc ça veut dire que ces joueurs-là n'ont vraiment pas joué à leur niveau et l'équipe de France en a pâti énormément. Du coup, quoi, supériorité technique de la Rora hier soir ou les Bleus qui sont passés à côté de l'événement? Un peu des deux peut-être? Les deux, bien sûr. L'Espagne a joué son jeu habituel. Il y avait 8 des 11 joueurs qui avaient joué le dernière demi-finale de l'Euro il y a 2 ans, côté français. Donc ils se connaissaient déjà. Il y en avait 7 côté espagnol. Donc c'était un peu, j'allais dire, la revanche, ou la belle d'ailleurs, puisqu'ils s'étaient aussi rencontrés en Ligue des Nations. Mais là, c'était pas tout à fait les mêmes joueurs. Et à l'arrivée, vous avez une équipe de France qui n'a pas trouvé les solutions, encore une fois, face à l'Espagne. Donc, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Ouais, et on se rend compte aussi que les Espagnols, ils avaient quand même bien travaillé leur sujet. Ils connaissaient le point fort de l'équipe de France. C'était notamment cette connexion qu'il y avait entre la ligne d'attaque et le milieu. Et là, qui a été totalement bloquée hier soir. Oui, parce qu'il y a effectivement ce collectif espagnol qui est toujours un peu pareil, mais ils identifient bien les faiblesses de l'adversaire, mais surtout, ils ont leur force à eux. Cette équipe d'Espagne, elle pratique un jeu que tous les joueurs espagnols pratiquent depuis qu'ils ont 14 ou 15 ans ou 16 ans. Et quand ils montent dans les sélections espagnoles à catégorie d'âge, donc en moins de 17, en moins de 19, en moins de 20 en espoir, ils jouent toujours pareil. Donc vous prenez un joueur espagnol, vous le mettez dans ce collectif, eh bien il va s'intégrer tout de suite. L'équipe de France, eh bien, ce collectif, il a été un peu créé pour cette Coupe du Monde, d'où ces grands espoirs qui nous portaient, mais il n'est pas inné, il faut le travailler. On a entendu Didier Deschamps là, il y a quelques instants, il a pointé du doigt des décisions arbitrales contestables. Le sélectionneur des Bleus qui n'a pas tout bien fait non plus hier, Benoît. Non, le sélectionneur des Bleus, alors c'est vrai, qui a mis en cause l'arbitre salvadorien. Je le cite pas forcément au niveau d'une demi-finale de Coupe du Monde. Un commentaire qu'on va lui laisser à Didier Deschamps, qui n'a pas été aidé non plus par la blessure très tôt dans la partie de Saliba, qui a été remplacé par Maxence Lacroix. Mais on peut s'interroger aussi sur certains choix. Remplacer par exemple Adrien Rabiot, qui était sans doute le meilleur joueur français lors des 45 premières minutes. Alors il le remplace à la mi-temps. Pourquoi? Parce qu'il veut le préserver d'un deuxième carton jaune. Il avait été averti en première période, Adrien Rabiot. Pourquoi titulariser Aurélien Tchouaméni, qui visiblement n'était pas à 100% non plus. Laisser sur le terrain Michael Olise et Ousmane Dembélé. Xavier a rappelé les statistiques quand même faméliques de ces deux joueurs-là hier. On n'est pas habitué à ces statistiques-là avec ces deux joueurs-là. Pourquoi ne pas avoir donné une place de titulaire à Désiré Doué, qui aurait pu déstabiliser cette équipe espagnole? Pourquoi rester également, Xavier, dans un schéma tactique qui ne fonctionnait pas? Mourir avec ses idées, c'est un peu ce qu'on a envie de dire à Didier Deschamps face à cette organisation espagnole tout à fait rodée et prête en tout cas à affronter ce schéma tactique, cette tactique de Deschamps. Alors c'est vrai que le coaching de Didier Deschamps, c'est considérablement, enfin la possibilité de coaching c'est considérablement réduite avec ce que rappelait justement Benoît Perrochet, à savoir d'abord la blessure de William Saliba dès la 30e minute, et puis ensuite l'avertissement à Adrien Rabiot en première période, et il a préféré le sortir parce qu'il avait déjà failli en prendre un deuxième au cours de la première période. Donc il se retrouve déjà sur 5 changements possibles, avant il y en avait que 3, avec 2 joueurs déjà remplacés.
Et en deuxième période, effectivement, il fait ses changements et notamment il fait rentrer Ryan Cherki très tard. Il le fait rentrer à la 72e minute, ce qui est 10 minutes plus tard que lors du match de Ligue des Nations. Ryan Cherki a fait une rentrée fantastique à 1,5 et il ramène l'équipe de France D'ailleurs, il le à déplore 4-5. en fin de match. On Il l'a le senti déplore. très amer, Ryan Cherki, parce que 10 minutes, ça compte dans une fin de match comme ça. Et il n'a pas eu l'influence qu'il aurait pu, qu'il avait eu il y a un an lors de cette incroyable demi-finale. Mais ça s'explique aussi. Il veut pas faire ses changements trop tôt, parce qu'après, s'il y a un joueur blessé, il n'a plus de changement possible. Et on est dans un match à élimination directe, donc il veut garder ses cartes jusqu'au bout. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Bon, toujours plus facile de commenter et critiquer a posteriori, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ce schéma tactique de Deschamps qui ne fonctionne pas, ça a été quand même très critiqué par les supporters hier soir. Il n'y avait pas d'autres choix à faire avant. En fait, il n'a pas beaucoup essayé non plus. Et là, il restait des cartes à jouer. Hein. Oui, mais là, Didier Deschamps est un peu prisonnier du tout pouvoir accordé à Kylian Mbappé. Parce que c'est vrai qu'il est sorti lors d'un match un peu avant la fin, mais sinon il a joué tous les matchs parce qu'il veut ce record de buts à la Coupe du Monde, il veut terminer meilleur buteur de cette Coupe du Monde, donc du coup on le laisse jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, Thuram, il était blessé mais il ne rentre pas, Mateta ne rentre pas, donc les possibilités... Zaïre Emery ne rentre pas. Ah oui, alors lui c'est dans un autre registre, mais Ousmane Dembélé qui joue avant-centre au Paris Saint-Germain, il reste sur son côté. Donc en fait, la forte personnalité de Kylian Mbappé et ses objectifs personnels font qu'on bloque les possibilités de trouver des alternatives au jeu des Bleus. Non, mais face au milieu de terrain espagnol, il n'y avait pas la possibilité aussi pour Deschamps peut-être bien de densifier à lui aussi son milieu. Alors c'est ce qu'il avait fait il y a 2 ans lors de l'Euro 2024. Le milieu de terrain, c'était Rabiot, Tchouaméni, N'Golo Kanté. C'était un 4-3-3 à la Deschamps classique et l'équipe de France avait été éliminée. Donc là, qu'il veuille essayer autre chose, et d'ailleurs c'est ce qu'il avait déjà fait lors du match de Ligue des Nations avec ce score incroyable de 5-4 pour l'Espagne, ça avait plutôt marché. Disons que c'était porteur d'espoir. Là, c'est vrai que la sortie de Rabiot et le fait d'aligner d'entrée de Tchouaméni qui était à court de rythme parce qu'il était blessé ces derniers jours, c'était probablement pas le meilleur choix. Bon, on est peut-être un petit peu déçus ce matin. Il n'y a pas de quoi non plus être amer. La France qui a été battue par meilleur qu'elle hier. Il y a des éliminations qu'on a plus mal vécues, qui sont restées en travers la gorge. Moi, j'ai encore en tête la finale de 2006. Encore plus. Vous n'avez pas connu 2022. celle de Séville 82. Non, c'est une vraie injustice. Voilà. Il reste que Deschamps a disputé hier soir le dernier match. L'avant-dernier. Oui, mais le dernier match qui comptait parce que sincèrement. Alors, attention, ce match pour la 3e place, si c'est contre l'Argentine, ça va compter. Parce qu'il y a de la revanche dans l'air. Et il y a en plus le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde et des Coupes du Monde à aller chercher. Donc, je pense d'ailleurs que la FIFA ne serait pas contre une match pour la 3e place France-Argentine parce que du coup, il aurait un vrai intérêt. Même si souvent, cette 3e place, cette place qui se souvient des 3e qui était 3e en 2022. Quand c'est la Turquie en 2002, je peux vous dire, ils s'en souviennent tous. La Croatie en 98, quand ils sont 3e pour leur première participation sous le maillot croate à une Coupe du Monde, parce qu'avant ils jouaient pour la Yougoslavie, ils s'en souviennent tous. Hein. Donc non, mais c'est vrai que la France-Argentine, je suis sûr qu'il y aurait du monde devant l'écran. Ah bah, il y aura du monde. Et ça sera en tout cas la 4e fois que l'équipe de France dispute un match pour la 3e place. Ils en ont remporté 2. De mémoire, c'est 58 et 86. Ouais. Bon, cette petite finale, donc samedi à 23h et non pas 21h. Il faut qu'on en parle là, Xavier. C'est le moment où on se pose la question. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas surestimé cette équipe de France ? Au tout début du mondial, on parlait de l'Espagne comme favorite. Et très vite, on a dit, bon, ce sont les Bleus, l'équipe de France qui va aller tout droit en finale. On a un peu l'impression désagréable aujourd'hui qu'on s'est peut-être tous trompés depuis le début de cette compétition, alors que la France n'avait pas encore eu affaire face à une adversité, enfin un vrai... On s'est un peu laissé emporter effectivement par la première impression où l'Espagne avait été bloquée à 0-0 par le Cap-Vert alors que la France avait battu difficilement, on l'oublie un peu, le Sénégal 3-2. Mais c'est malheureusement une constante dans nos comportements, nous les journalistes de sport, c'est que quand on critique la France en 98, elle gagne, et donc certains journaux, notamment mes collègues de l'équipe, se font moucher par le sélectionneur Aimé Jacquet à peine le coup de sifflet final sifflé. Donc en 2002, on veut pas se braquer, donc on dit du bien, finalement ils se font éliminer au premier tour. En 2018, on avait de grosses réserves sur Didier Deschamps et sur sa façon de jouer, finalement il gagne. Donc mais ça ne réussit pas quand on est place en favori.
hein. Derrière, Souvent, ça nous réussit pas. on veut pas trop critiquer parce qu'on veut pas se le mettre à dos et enfin les joueurs, l'entraîneur, la fédération. Donc on est plutôt complaisant et peut-être parfois il faut qu'on regarde notre œil critique, quelles que soient les circonstances. Bon, tout n'est pas acheté quand même hein, dans cette équipe et dans cette Coupe du Monde. Il y a un nouveau sélectionneur qui va arriver, qui sera sans doute nommé dans Zinedine Zidane, on peut Voilà, le dire, hein, c'est un secret de polichinelle. On en parle. dans les jours, sans doute la semaine prochaine, avec sans doute un communiqué de Philippe Diallo, le président de la fédération, et puis la présentation de Zinedine Zidane à la tête de cette équipe de France. On verra le contrat qu'il signera. Sans doute jusqu'au prochain Euro, la prochaine Coupe du Monde, peut-être, Xavier. Ouais, et puis le staff, très important, le staff qui entourera aussi. Oui, on sait Zidane. qu'il viendra avec ses fidèles adjoints, David Bettoni, et puis Amidou Msaidi. Après, il lui faudra un entraîneur des gardiens. On parle de Fabien Barthez, perso, ça m'étonnerait quand même. Et puis quelqu'un de la fédération, de la DTN, pardon, puisque c'est traditionnel que quelqu'un de la DTN vienne épauler le sélectionneur pour justement assurer ce lien entre les différents entraîneurs nationaux et le sélectionneur. Bon, ça sera pour la suite, on n'y est pas encore, mais on a quand même ce sentiment aujourd'hui qu'il n'y avait pas grand-chose à faire hier soir face à cette équipe espagnole. Oui, alors on en a un petit peu parlé, effectivement, hormis ce match nul face au Cap-Vert lors de leur entrée en lice, l'Espagne qui a démontré depuis 5 semaines qu'elle était redevenue ce qu'elle était au tournant des années 2010, qui lui avait permis de réaliser ce fabuleux triplé, Euro 2008, Mondial 2010, Euro 2012, un collectif parfaitement huilé, qui perd rarement la balle, qui peut en plus compter sur une solidité défensive, ce qui n'était pas toujours le cas d'ailleurs de l'Espagne, mais là c'est un but encaissé depuis le début de la compétition. Une équipe qui est redevenue injouable lorsqu'elle monopolise le ballon sur de longues séquences. Cette équipe d'Espagne qui avait donc démarré sur la pointe des pieds, mais qui n'a cessé de monter en puissance depuis le début du tournoi. Absolument, et c'est vrai que Luis de la Fuente, lui, en revanche, a changé son équipe par rapport au premier match contre le Cap-Vert. Il a changé notamment l'arrière droit, c'est Pedro Porro désormais qui est le titulaire plutôt que Llorente. Il a aussi pu compter sur le retour de Lamine Yamal, qui était blessé, qui était absent lors du premier match, qui avait fait sa rentrée lors du deuxième. Et donc, même Nico Williams, pareil, qui revient de blessure, est également rentré sur cette fin de compétition. Donc, on a une Espagne qui monte en puissance et surtout qui s'appuie sur ses valeurs sûres et qui donc ne nous surprend plus vraiment parce qu'elle est vraiment capable d'avoir toujours cette efficacité sans renier ses principes de jeu. Les favoris maintenant, Xavier, qu'il faut soutenir? Parce que quand on regarde les réseaux, il ne faut surtout pas soutenir l'Argentine. Tout le monde est derrière les autres, mais absolument pas l'Argentine. La finale d'Espagne sera très très difficile. La finale du dernier Euro, c'était Espagne-Angleterre. On pourrait très bien avoir un remake.